Et tout de suite, je vous propose de redécouvrir un entretien que j'ai eu récemment avec Emmanuel Debuc. Il a construit Adwanted Group. Ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, il est incontournable aujourd'hui dans la technologie publicitaire. Comment est né ce groupe ? Je lui ai posé la question. On poursuit cette émission en compagnie d'Emmanuel Debuc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et CEO d'Adwanted Group. C'est un build-up d'une dizaine de boîtes aujourd'hui. D'abord, moi, j'aimerais comprendre comment est né ce groupe, en fait. D'un échec. Alors en fait, j'ai créé Adwanted il y a 12 ans. L'idée, c'était de faire une place de marché pour commercialiser de la publicité offline. Au moment où tout le monde allait vers le digital, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Amener les outils électroniques pour aider les médias à commercialiser la presse, la radio et la télé, où on faisait encore à l'ancienne. Et pour que ça fonctionne, il faut une masse critique d'utilisateurs. Et comme c'était compliqué à avoir une masse critique en allant toquer aux portes une par une, je me suis dit peut-être en faisant une acquisition, j'allais acquérir un portefeuille de clients ou de fournisseurs plus important d'un seul coup. Et c'est comme ça que j'ai commencé le build-up, parce que ça a bien fonctionné, ça nous a permis de commencer à développer le business. J'ai pris goût au M&A. Il y a des boîtes qui nous ont contactés en disant on aime bien ce que vous faites, on aimerait faire partie du groupe Adwanted. Et puis, on a fait 7 acquisitions dans les 5 dernières années, au point de trouver plus d'intérêt à développer ces sociétés acquises que le projet initial qu'on a complètement arrêté parce qu'il n'arrivait toujours pas à gagner de l'argent. D'accord. Donc vous avez fait en fait ce qu'on appelle un pivot. On a fait un pivot. Alors c'était un pivot stratégique, mais dans la même industrie, puisque toutes les sociétés qu'on a rachetées, évidemment, travaillaient soit avec les mêmes clients qui peuvent être des agences médias ou les fournisseurs de publicité que sont les médias. Donc ça, c'est le point commun de toutes les sociétés. Vous êtes en train de me dire que le offline, finalement... Ça marche toujours. En fait, non, au contraire, parce que les sociétés qu'on a rachetées fournissent des logiciels pour les télés, pour les radios, pour les sociétés d'affichage. Et on va maintenant de plus en plus vers le digital, mais le cœur de mon activité, ça reste les médias dits offline. Comment vous qualifieriez la culture de votre groupe aujourd'hui ? Parce que quand on a des entités comme ça, qui sont un peu séparées, qui n'ont pas forcément la même histoire... Oui, c'est un process en construction, la culture de la boîte, parce que d'abord, on a mélangé beaucoup de cultures au sens où la société est française, on a fait une acquisition aux US, on a fait une acquisition au UK, donc ça, déjà, on mélange des cultures très fortes, et en plus, les cultures des entreprises elles-mêmes sont très différentes, parce que la boîte de départ, Adwanted, c'est une start-up, donc état d'esprit hyper jeune. On a racheté une première boîte qui avait 25 ans, puis une autre qui avait 40, et aux États-Unis, la boîte a 104 ans. Wow. Et donc, on vient ajouter des cultures d'entreprise qui existent depuis très très longtemps. Et évidemment, les attitudes des collaborateurs sont différentes. Donc, c'est un mélange, c'est un melting pot. Et au centre, c'est l'humain qui fait la culture, en fait. Vous êtes basé aux États-Unis ? Je suis basé aux États-Unis depuis presque 8 ans. Pourquoi ce choix ? Parce qu'il y a aux États-Unis que vous n'avez pas trouvé en France ? Ah, ça, c'est une bonne question. Avant la création d'Adwanted, moi j'avais dirigé une agence de pub pendant presque 17 ans qui a fini par un dépôt de bilan. D'accord. Et quand je lance Adwanted, en fait, on me fait comprendre que, Monsieur Debuc, avec votre dépôt de bilan, ça va être compliqué de vous accompagner. On a un peu une image de loser. Et j'incube la société à Lille et j'ai l'occasion d'aller faire un voyage aux États-Unis où je raconte mon parcours. Et là, on m'arrête en me disant, mais vous avez un diplôme de plus que les autres. Et en fait, la différence, c'est l'état d'esprit. J'ai fait toutes les acquisitions, y compris des acquisitions en France, depuis les États-Unis, parce qu'il y a une énergie, un état d'esprit qui consiste à dire ça va aller, t'inquiète pas, et puis si ça va pas, on va trouver une autre solution. Là où en France, on commençait pas du tout, ne serait-ce qu'à étudier le dossier. Et pourtant, je n'avais pas trouvé non plus d'investisseurs aux États-Unis. C'était simplement d'être transposé dans un univers où tout est possible. Et où l'échec n'est pas une fin. En fait. Exactement. L'échec, c'est une partie du parcours. Il y en a même qui disent si tu t'es pas planté, c'est que tu n'as pas essayé assez fort. Ouais. Et moi, ça me parlait beaucoup en tant qu'entrepreneur et ça m'a donné des ailes. Alors, l'une de vos dernières acquisitions en France, c'est Offre Média qui est devenue The Media Leader. Oui, tout à fait. Pourquoi ce choix de rachat ? C'était une opportunité. En fait, on a racheté une entreprise en Angleterre à peu près un an avant. Et cette entreprise avait parmi ses actifs l'équivalent de Offre Média. Et moi, je dis aux dirigeants, cette activité média,
c'est pas vraiment notre cœur de métier puisqu'on fait du logiciel et de la data. Et ils ont réussi à me convaincre que, en fait, c'était un formidable outil pour animer le marché. Et j'étais depuis quelque temps en discussion avec le fondateur d'Offre Média à Paris. Et finalement, on fait le deal au UK. Et quelques mois plus tard, l'opportunité se présente de nouveau avec Offre Média. Et on a un vrai outil marketing aujourd'hui à notre disposition qui est formidable pour toucher nos clients. En fait, on interviewe les clients qui utilisent nos logiciels, on interviewe les utilisateurs de nos propres data. Et en fait, tout ça sert à faire fonctionner notre écosystème. C'est un levier d'acquisition aussi ? C'est un levier d'acquisition, absolument. C'est un beau levier d'image, c'est du B2B, ça nous permet de rayonner en faisant très attention à ne pas surutiliser notre propre média pour notre promotion, sinon ça manquerait un peu de partialité. On a 7 journalistes en France, au UK, on est en train de recruter une équipe aux États-Unis, donc des journalistes full-time qui bossent que pour nous, donc on est vraiment sur le terrain pour fournir un contenu de qualité, et c'est ça notre guide. Avec une partie event, comme font beaucoup de médias aujourd'hui ? Absolument. Quasiment pour moitié l'activité, ce que nous on appelle contenu, c'est pour moitié les newsletters et pour moitié des conférences. Même chose, on fait parler nos clients de leurs actualités, des nouveaux produits qu'ils lancent. On essaie surtout de faire attention à ce que les conférences ne soient pas des tribunes commerciales, parce que sinon les gens viennent une première fois et puis ils ne reviennent pas. Ouais. On fait en sorte que quand quelqu'un vient sur scène, il littéralement apprenne quelque chose à l'audience qui vient écouter. Quels sont vos prochains projets d'acquisition ? Parce que j'imagine que vous en avez déjà une dizaine, vous n'allez pas forcément vous arrêter là. Non, j'ai encore plein d'années avant la retraite, on en a plein. En fait, ce rythme d'acquisition fait que on nous contacte et il ne se passe pas une seule semaine sans que je reçoive un dossier d'une entreprise qui souhaiterait faire partie du groupe ou qui a besoin de s'adosser parce qu'ils sont trop petits et d'atteindre la taille supplémentaire aux suivantes, c'est trop compliqué. Aujourd'hui, on a un business, comme je disais, logiciel, c'est le plus gros. 60% de notre activité, c'est du logiciel. C'est principalement en France et au UK. Et on voit une opportunité phénoménale d'apporter ce business logiciel aux États-Unis. Mais aux États-Unis, on fait de la data, on est un peu trop petit. Donc la prochaine acquisition, c'est une grosse opération aux États-Unis pour qu'on ait une taille plus importante pour supporter l'activité logicielle. Ensuite, on veut continuer de se développer en Europe. On va annoncer une acquisition en Belgique d'ici quelques semaines. Et on travaille avec des entreprises en Allemagne. Parce qu'on est numéro 1 en France, on est numéro 1 en UK sur nos métiers. Et en étant présent en Allemagne, qui est le 3e plus gros marché de la pub en Europe, là, on pourra avoir une taille critique pour continuer à se développer sans avoir nécessairement besoin d'ouvrir des bureaux dans tous les pays. Pour atteindre cette taille critique aux États-Unis, vous allez faire l'acquisition d'une boîte qui sera plus grosse que vous ? Probablement. Elle sera en tout cas plus grosse que nous aux États-Unis. Aujourd'hui, en fait, chaque acquisition nous a fait doubler de taille. Et là, en allant aux États-Unis, compte tenu de notre expérience dans les acquisitions, on est de plus en plus exigeant. Et donc, c'est une entreprise qui peut être plus grosse en valo, ça peut être une entreprise plus grosse en chiffre d'affaires, il y a pas mal de critères. Et puis, on a surtout plus peur, parce qu'en fait, la difficulté, c'est l'intégration. En réalité, acheter une entreprise, c'est pas compliqué sur le papier, on arrive toujours à trouver les synergies. Après, c'est quand on est face aux vrais gens que ça commence vraiment. Et là, on a mis en place un certain nombre de process. La culture d'entreprise, elle est hyper importante. Je passe beaucoup de temps pendant les due diligence à discuter avec les dirigeants et je me demande toujours si j'irai en week-end avec eux, par exemple. Voilà, pour voir si on a de l'affinité, si c'est des gens avec qui j'ai envie d'échanger, parce qu'on n'est pas des cost killers, on ne rachète pas une boîte pour couper et faire beaucoup d'argent. On crée un groupe industriel, et donc il faut que ça matche entre les personnes, c'est vraiment essentiel pour moi. Vous dites que ce n'est pas compliqué sur le papier, y compris en termes de financement, aujourd'hui ? L'expérience aide, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a fait une acquisition, on a gagné des points. La première fois que je fais une acquisition, j'ai pas d'argent, on arrive à faire quelque chose, résultat, on gagne la crédibilité d'une banque. Donc la fois d'après, il y a une banque qui nous accompagne et puis on arrive à lever un peu de fonds. Et comme toutes les acquisitions qu'on a faites se sont plutôt bien déroulées, on a gagné quelque part l'image d'une entreprise qui savait acquérir, transformer et développer. Donc c'est pas facile, mais
Et la construction du groupe a conduit à ce qu'on soit aussi de plus en plus profitable. Et donc, plus on est profitable, plus on est gros, plus on intéresse des fonds. Et c'est un peu ça qui est en train d'arriver. Le tout, c'était d'y aller par étapes. La première acquisition, c'était un petit deal. Si on avait visé quelque chose de beaucoup plus gros, on ne l'aurait pas fait et rien ne se serait passé ensuite. Donc, on a appris sur le tas et maintenant, on fait des opérations un peu plus importantes. Dans vos dernières actualités, vous avez annoncé le lancement d'un observatoire de l'IA avec Kantar Media. Pourquoi ce lancement-là ? Bien parce que, en fait... il y a beaucoup de fantasmes autour de l'intelligence artificielle. Nous, on est au cœur de cet écosystème en fournissant d'un côté des logiciels et de la data. Et nous, on pense que dans les métiers des médias, c'est là où il va y avoir le plus de changements. Il y a plein d'idées, peut-être même trop. Et il n'y a pas forcément toujours les ressources financières pour s'attaquer à tous les projets. On s'est dit, avec un des plus gros acteurs de la data, avoir un des plus gros acteurs du logiciel dans les médias, on devrait mettre ensemble des choses sur la table parce que ensemble, on peut contribuer à faire des tests. Et donc, pour nos sociétés, mais peut-être pour d'autres sociétés de l'écosystème qui ont une super idée à laquelle on n'aurait pas pensé, mais sur lequel il va falloir faire des tests. Et nous, on est capable, on a un département chez nous qui s'appelle Adwanted Labs. On a des chercheurs, on a des scientifiques. Il y a la même chose chez Kantar. Et puis, on est adossé on est aidé par Gilles Santini. Donc, on a la capacité de réunir un comité scientifique et de dire, oui, c'est une très bonne idée. Mais économiquement, ça ne va pas marcher, donc on n'y va pas. Ou au contraire, dire, oui, là, non seulement il y a un intérêt scientifique et une possibilité de développement pour l'industrie. Donc, allons-y. Et c'est la connexion de ces compétences qui permet de le faire. Tout seul, on n'avait pas suffisamment de crédibilité, on n'avait pas de data. Kantar, c'était un peu pareil. Ils ont beaucoup de data, ils n'ont pas forcément la puissance logicielle. Et puis, on avait besoin d'un scientifique pour valider, parce qu'on peut tout inventer avec de l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas forcément toujours faire du sens. Vous êtes dans le secteur de la pub depuis maintenant pas mal de temps. À part l'IA, quelles sont les tendances que vous scrutez particulièrement là ? Le retail média, par exemple, c'est quelque chose qui change. En fait, littéralement, ce qui a changé, c'est qu'avant, on vendait des marques médias. Il y a 40 ans, on voulait faire une campagne sur une chaîne, sur un magazine. Maintenant, on veut toucher de l'audience. Et comme l'audience n'arrête pas de changer, il faut avoir des outils qui suivent cette audience. On est passé des grands médias à des médias digitaux. Maintenant, chacun essaie de tirer un peu sa couverture. Le retail média, c'est par exemple un gros sujet d'investissement où les marques veulent essayer de monétiser le mieux possible tout l'attirail d'assets qu'elles ont à disposition. Nous, on essaie de les accompagner. Et probablement, il y a plein de choses qui n'existent pas encore, qu'on va découvrir dans les années qui viennent. Pour terminer, Adwanted Group, dans 5-10 ans, ce sera quoi ? C'est une bonne question. Dans 5 ans, on aura probablement une position de leader européen, mais peut-être mondial, parce que ce qu'on est en train de faire aux États-Unis, ça devrait permettre aussi d'avoir une taille beaucoup plus conséquente. Et notre objectif, j'ai pas tellement un objectif de taille. La mission de l'entreprise, c'est de servir le mieux possible ses clients. Aujourd'hui, la difficulté dans l'achat d'espace, c'est qu'on ne peut pas avoir une technologie qui couvre l'ensemble de la chaîne des médias. Nous, notre objectif rêvé, c'est d'être capable de créer un outil qui va permettre à un client de faire une campagne qui va couvrir la télé, la radio, l'affichage, en splittant de manière intelligente plutôt qu'au doigt mouillé. Tiens, on doit mettre 30% en télé, 20% en digital. C'est pas très scientifique. C'est sur ça qu'on est en train de travailler aujourd'hui pour rendre l'achat d'espace plus efficace pour les vendeurs et les acheteurs. Merci beaucoup Emmanuel Dubuc. Je rappelle que vous êtes le fondateur et CEO d'Adwanted Group. C'est la fin de cette émission. Merci bien sûr de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite sur Bismart.